Nathalie. Vous allez nous parler de la patrimonialisation par le droit. Et sans plus attendre, on va vérifier que tout ça fonctionne. Alors pendant que tout ça se met en place, j'en profite pour vous remercier. Nicolas, évidemment, pour l'accueil à Marseille. Alors on a cru qu'on n'arriverait pas, mais finalement on est arrivé. On est bien content d'être là, parce qu'on est extrêmement bien reçus. Et puis André, pour nous accueillir au sein de l'association. Ça fait effectivement toujours plaisir de parler dans des enceintes où on partage le même amour des nouvelles technologies et cette volonté de dépasser un peu les prérequis et de dépasser un peu les analyses toutes faites. Et Valérie Laure nous l'a montré. Alors avec Valérie Laure, on a l'habitude de travailler ensemble sur ces questions-là, mais c'est toujours extrêmement stimulant. Et je regardais dans le programme s'il y avait des temps de discussion, parce que j'aurais beaucoup de questions. Alors c'est assez drôle que tu sois allé chercher le bail à Cheptel. Je pense que c'est le côté exotique. Il y avait d'autres institutions qui, quand tu les évoques, en fait, tout d'un coup, génèrent des réflexions sur la floating charge, sur la fiducie, qui sont des mécanismes, en fait, sur lesquels on pourrait... voilà. Mais du coup, c'est pas du tout mon sujet, donc je vais peut-être revenir à mon sujet, mais voilà, ça permet de réfléchir un peu et c'est toujours extrêmement intéressant. Alors, quand on a eu le programme, évidemment, comme on fait toujours les choses avec beaucoup d'anticipation avec Valérie Laure, on n'a pas du tout pensé qu'on pouvait traiter des sujets qui auraient pu être un tout petit peu proches, et donc de s'appeler avant pour savoir ce qu'on allait donner. Mais finalement, sans s'appeler, il y a un fluide qui passe indépendamment des communications, puisque finalement, sur un sujet qui est assez proche, on ne l'a pas traité de la même façon, et nos deux sujets, tu vas voir, se répondent en réalité, parce que toutes les propositions que tu fais, alors peut-être qu'il aurait fallu qu'on le fasse, je parle avant et que tu parles après, mais toutes les propositions que tu fais sont des propositions qui s'inscrivent complètement dans la logique de ce que je vais essayer de vous présenter ici. Alors j'ai essayé de m'astreindre un peu à la même logique que celle qu'a eu Valérie Laure avec vous, c'est-à-dire d'essayer de sortir un peu des acquis et essayer de se poser des questions pour ne pas finalement reprendre les mêmes raisonnements qu'on entend partout et essayer de se confronter à des analyses qui ne sont pas forcément celles que l'on aurait naturellement prises par la culture qui est la nôtre en termes de protection des données. Autrement dit, l'idée ici, c'est d'essayer d'aller se confronter à cette idée de la patrimonialisation des données pour partir en fait de ce que l'on connaît tous et dans laquelle on vit, à savoir cette data économie, et donc de partir d'un postulat qui est l'existant et de se demander finalement comment est-ce qu'on va pouvoir concilier cet existant pour pouvoir arriver à le marchandiser ou le patrimonialiser pour les entreprises et faire en sorte d'avoir une vision peut-être un peu plus concurrentialiste pour faire en sorte qu'il y ait plus de partage de cette valeur pour éviter qu'on recrée finalement des rentes de situation pour les gros acteurs de cette économie. Alors, le problème que l'on a, c'est qu'on est face à une promesse d'Eldorado, je ne sais pas si ça s'avérera une réalité, mais que quand on prend les chiffres ou quand on prend les formules qui sont employées, que ce soit les formules qui sont employées par la Commission ou par les entreprises, systématiquement, on nous parle d'or noir, de pétrole, d'uranium, de la digital économie, donc toutes choses qui en réalité ne sont pas du tout comparables avec les données, puisque Valérie Laure l'a dit tout à l'heure et on y reviendra, ce sont des biens qui ne sont pas rivaux, ce sont des biens qui sont reproductibles et donc qui n'ont absolument rien de comparable avec des commodités ou de l'énergie fossile comme peut l'avoir l'or ou le pétrole. Cette nouvelle économie, on nous la chiffre pour bien nous montrer qu'elle est véritablement porteuse d'avenir. On nous disait en 2017, dans le rapport de la Commission européenne, on nous sortait un certain nombre de chiffres qui permettaient d'étayer finalement la valorisation possible. On parlait de 215 milliards d'euros en 2014, soit 1,85% du PIB. Ça commence à expliquer pourquoi tout d'un coup les Allemands veuillent absolument pouvoir récupérer ce fauteuil à la Commission européenne. Et pour aller jusqu'à 643 milliards d'euros d'ici 2020, c'est demain, donc 3% environ du PIB. Donc on voit bien qu'à l'aune de ces chiffres, dire que la donnée n'a pas de valeur et qu'elle n'est qu'un bien de la personnalité, ça revient strictement à nier une réalité pour les entreprises et à nier une réalité qui finalement empêche de penser à des cadres qui permettront à la fois de protéger cette valeur et de permettre aux entreprises de l'exercer ou de la valoriser de manière vertueuse.
Cette donnée, elle a aussi permis d'assister à une certaine diversification et une multiplication des usages. Autrement dit, la donnée, c'est pas un ensemble, et Valérie Laure l'a très bien démontré, c'est pas un ensemble totalement figé qu'on peut appréhender de manière unique, tout simplement parce qu'il n'y a pas une donnée, mais des données, il n'y a pas un usage, mais des usages, et des usages qui vont différer selon qu'on pense aux professionnels ou aux particuliers, aux usagers qui vont finalement eux aussi utiliser la donnée. Alors les usages qui sont faits par les professionnels, on les connaît tous, hein. C'est évidemment en premier lieu la publicité ciblée. Qui n'a pas surfé sur un moteur de recherche et vu apparaître systématiquement sur la barre de son moteur de recherche la publicité pour l'hôtel dont il avait parlé à son copain dans le dernier mail qu'il a envoyé. On assiste aussi à du marketing très personnalisé, de la même façon, hein, les logs que l'on peut avoir sur toutes les pages que l'on va visiter vont se retrouver ensuite comme des outils marketing pour les entreprises. On trouve aussi toutes les meilleures utilisations clients ou meilleures connaissances clients qui permettent d'adapter l'offre des prestataires de services aux besoins du consommateur. Et on est tous utilisateurs en matière de consommation des biens culturels de ces plateformes qui vont utiliser les données pour mieux nous servir, pour mieux adapter le bien ou le service qu'elles nous vendent à nos besoins. Mais de l'autre côté, évidemment, c'est un marché qui est dual. Et donc, de l'autre côté, les usagers aussi vont avoir un intérêt à ces données, tout simplement parce que le service qu'elles vont utiliser va se trouver adapté à leurs besoins. Si je cherche dans mon moteur de recherche un restaurant et qu'on me propose un restaurant à Moscou alors que je suis localisé à Marseille, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Et de fait, cette utilisation des données qui est faite est forcément valorisable autrement pour moi, usager, que par l'argent que j'en retirerais si jamais j'en arrivais à la vendre. De même, ça me permet de développer un certain nombre de services qui n'existaient pas il y a quelque temps et qui vont être particulièrement utiles. Toutes les nouvelles applications qu'on va pouvoir avoir en matière de commerce en ligne, je passe, vous connaissez ça parfaitement. Alors, ce qui est au cœur de ces nouveaux usages, c'est évidemment ce flux d'informations, cet échange de données, et non pas tant la donnée elle-même que ce qu'on en fait, que l'agrégation qu'on va pouvoir en faire et les services qu'on va pouvoir en retirer. Ces services, ils existent, et donc les nier serait totalement manquer de pragmatisme et reviendrait finalement à nier tout un ensemble d'économies, tout un ensemble de l'économie, et donc serait totalement contre-productif. Néanmoins, est-ce qu'il faut absolument se fonder sur une volonté de réserver de manière exclusive et de capter cette valeur exclusivement, là encore, par le biais de la propriété, et ce, à des fins financières? Je ne suis pas certain que le fait de vouloir cette captation passe systématiquement par la propriété, et on va y revenir, même si les données sont absolument partout grâce... Alors je vous invite à aller voir la page YouTube de cette association, c'est absolument formidable ce qu'ils font, c'est très très drôle, et comme le montre ce petit dessin, eh bien, la captation et la valorisation ne passent pas forcément par la propriété, même si c'est une proposition qui fait florès. Alors, pourquoi est-ce que cette proposition, on va pouvoir la contester? Pour tout un tas d'arguments qu'on va pouvoir développer. Mais la question que je me suis posée, c'est est-ce que, et notamment lorsque j'ai pris mon sujet, est-ce que patrimonialiser les données, c'est nécessairement parler de la propriété sur les données? J'en suis revenue à un exercice, et c'est là ma formation de juriste, j'en suis revenue à un exercice de définition pour savoir qu'est-ce que signifie patrimonialiser les données. Alors la patrimonialisation, ça n'existe pas, ça fait partie de ces nombreux barbarismes qu'on invente en matière de droit du numérique. Si on part de l'essence de la patrimonialisation, on pourrait définir ça, mais c'est une définition personnelle, je la soumets là encore à votre jugement, ce serait un processus qui consisterait à faire rentrer un objet, un bien, on y viendra peut-être dans un instant, dans une approche patrimoniale. Qu'est-ce que c'est qu'un patrimoine? Alors, un patrimoine, alors là je renvoie à tous vos cours de deuxième année en matière de droit des biens. Un patrimoine, c'est tout simplement un ensemble de biens et d'obligations, comprenant un passif et un actif, qui permettent à une personne d'avoir, et on y revient, une universalité de droit sur cet ensemble actif et passif. Donc on y vient, il faut nécessairement, si on veut poser la question de la patrimonialisation, de se poser la question de savoir si la donnée ou les données sont des biens. Or, qu'est-ce que c'est qu'un bien? Un bien, c'est une chose qui est susceptible d'appropriation. Et pour pouvoir être susceptible d'appropriation, je déroule le cours de droit des biens, eh bien, il faut que cette chose soit valorisable. Donc, on en revient à cette question, est-ce que la donnée est valorisable? Et comment est-ce qu'on peut patrimonialiser la donnée autrement
qu'en se posant la question finalement assez simpliste de savoir si la seule façon de patrimonialiser la donnée, c'est le droit de propriété. Alors si on essaye de sortir justement de cette logique de la patrimonialisation par le droit de propriété, eh bien, il faut peut-être essayer de se poser la question, comme on vient de le dire, de savoir comment est-ce qu'on peut qualifier différemment la notion de donnée. Autrement dit, est-ce qu'on peut parvenir à trouver un moyen pour qualifier la donnée de bien sans avoir à se heurter à la difficulté du droit de la personnalité qui va être reconnu et consacré par le RGPD. Si on parvient, et au terme de cet exercice, j'espère qu'on y parviendra, à sortir de cette approche assez classique de la notion de donnée pour pouvoir admettre, en tout cas pour un postulat de raisonnement, que la donnée puisse être un bien, alors on pourra envisager d'autres formes de patrimonialisation et en tout cas essayer d'interroger la propriété et d'autres formes de patrimonialisation à l'aune de cette nouvelle qualification de la donnée. Alors, premier point, vous voyez, je suis extrêmement classique, même si je fais des prédits, hein, on en arrive à un plan en deux parties, deux sous-parties. Premier point, tout d'abord, le fait d'essayer de qualifier différemment cette notion de données. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qualifier différemment? Mais déjà, ça veut dire sortir de la classification traditionnelle qui oppose données personnelles, données non personnelles. Quand Nicolas m'a contacté et qui m'a dit « Est-ce que vous accepteriez de travailler sur la patrimonialisation des données ?» Je lui ai dit « Ah oui, oui, j'aimerais beaucoup contester la notion de propriété des données personnelles. » Il m'a dit « Oula, non, non, l'idée, c'est pas de parler des données à caractère personnel exclusivement. » Je me suis dit, d'accord, je vais essayer de faire l'effort de voir ce qu'est une donnée à caractère non personnel. La difficulté que l'on a, c'est que cette dichotomie classique, en fait, elle est un peu difficile à dépasser. Pourquoi? Parce que ce sont les textes qui la consacrent. Si on part du RGPD, et c'est pas pour faire la promotion parce que tu l'as faite du livre, hein, ne serait-ce que parce que le livre n'est pas sur le RGPD, mais sur la loi française, si on part du RGPD néanmoins, élément incontournable, eh bien, on se rend compte que dans la définition, la seule définition que l'on trouve, c'est la définition de la donnée à caractère personnel. C'est une donnée qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable. Aucune définition des données à caractère non personnel. Autrement dit, aucune définition du champ d'application négatif du RGPD qui permettrait, en creux, de savoir finalement ce qu'est une donnée à caractère non personnel. Alors, est-ce qu'on peut passer par la notion de données anonymes ou de données anonymisées? Ben non, parce qu'il n'y a pas de définition dans le RGPD. Et là, ce sont des questions politiques qui ont fait que cette définition qui figurait dans les premières versions du RGPD a finalement disparu de la version définative. Alors, est-ce qu'on est dépourvu de toute solution? Et est-ce qu'on est mort depuis le 25 mai? Non, on n'est pas mort depuis le 25 mai. Néanmoins, on n'a pas de définition de la donnée anonyme, mais on a une définition qui pourrait nous aider, c'est la donnée pseudonymisée. Alors, je vous ai mis le texte, je vous en épargne la lecture. En substance, une donnée pseudonyme lorsque l'on peut remonter à l'identification par croisement d'informations. Donc, chaque fois qu'on peut croiser l'information et que par ce croisement, on peut réidentifier la personne, on est sur de la donnée pseudonymisée et non pas de la donnée à caractère personnel. Formidable, on a une définition qui permet finalement de nous éloigner du prisme de la donnée à caractère personnel. Mais en réalité, ça n'a aucun intérêt, puisque de toute façon, le considérant 28 nous dit que données pseudonymes, données à caractère personnel, même combat, même régime, elles sont toutes soumises à la notion et au régime qui est contenu dans le RGPD. Alors du coup, est-ce qu'on a une définition à partir de cet élément de la donnée non personnelle? On l'a en creux. Par opposition à la définition que l'on vient de voir de la donnée pseudonymisée, une donnée anonyme, c'est finalement quoi? C'est une donnée qui n'est pas personnelle, qui n'est pas anonymisable, ou qui n'est pas anonymisée, et qui donc ne permet pas de remonter à la personne. Alors, le législateur lui-même nous donne dans les considérants du règlement Free Flow of Data, donc libre circulation des données non personnelles, non pas une définition de la donnée non personnelle, ce qui serait assez pratique, mais des exemples de données non personnelles. Alors, il nous dit que ce sont les ensembles de données agrégées et anonymisées utilisées pour l'analyse de mégadonnées. Alors, on peut être technicien et comprendre parfaitement cette phrase, sinon, personnellement, je ne visualise pas bien ce que c'est exactement. Et le deuxième exemple me parle plus, et tu vois, on en revient au cheptel. Hein. Ce sont les données pour l'agriculture qui vont permettre de limiter l'utilisation des pesticides. Là, on voit déjà un petit peu plus. Et puis, ce sont également les données d'entretien sur des machines industrielles. Alors, l'illustration par ces trois exemples interroge. Pourquoi ce sont systématiquement ces trois exemples qui sont systématiquement repris, que ce soit dans la communication de 2017 et dans les considérants du règlement
notamment Free Flow of Data, sans doute parce que ce sont les seuls exemples que la Commission européenne avait sous la main, mais ça interroge quand même sur la possibilité d'envisager d'autres types de données non personnelles. Et en réalité, quand on regarde les textes, on se rend compte que de toute façon, la donnée non personnelle, elle va être résiduelle. Pourquoi ? Parce que les textes nous disent que si les évolutions technologiques permettent de transformer les données anonymisées, autrement dit celles dont on est sûr qu'on ne peut pas remonter à l'identification, si ça permet de transformer ces données anonymisées en données à caractère personnel, ces données doivent être traitées comme des données à caractère personnel. Or, cette réidentification, on le sait aujourd'hui, elle va être quasiment systématique. En tout cas, par l'évolution des technologies, on ne peut absolument pas assurer que ce qui est anonyme aujourd'hui ne sera pas finalement personnel demain, qu'on ne pourra pas remonter à l'identification demain. Autrement dit, ce qui est totalement anonymisé aujourd'hui, c'est quasiment inexistant. Donc finalement, on en revient presque, si on reste sur cette dichotomie, au constat que tout est données personnelles, ou presque. Alors, je renvoie là-dessus à l'étude qui a été faite et qui est extrêmement intéressante par nos collègues belges et anglais sur justement cette faculté de réidentification où ils ont montré que, je vous passe le petit schéma qui moi personnellement je ne trouve pas très éclairant, mais en revanche qui personnellement m'éclaire, c'est qu'ils ont pu démontrer qu'avec la reprise de simplement 3 critères, on pouvait, sur des données qui étaient censées être pseudonymisées ou anonymisées selon le degré technologique, eh bien, on pouvait réidentifier plus de 83% de la population par croisement de 3 critères neutres, des critères qui sont le genre, la date de naissance et le code postal. Et si on multiplie ces critères, avec 15 critères, on arrive à réidentifier 99,98% de la population. Autant dire que l'anonymisation, elle est quasiment inexistante. C'est dire que, de fait, l'approche classique de la donnée personnelle et non personnelle ne sera pas porteuse si l'on veut envisager, si l'on veut sortir de cette conception pour faire de la donnée un bien. Eh bien, il faut dépasser cette distinction parce que, encore une fois, si on reste sur cette distinction-là, comme tout ou presque est donné à caractère personnel, ça ne peut pas être un bien en tant que tel, au même titre que vos reins ou votre cœur ne peut pas être un bien valorisable. Eh bien, la donnée à caractère personnel, en tant qu'élément de la personnalité, en soi, et par application du RGPD, ne pourrait pas être un bien. Alors, si on veut néanmoins essayer de concevoir la donnée comme un bien valorisable, il faut dépasser cette approche. Et pour dépasser cette approche, eh bien, on peut s'inspirer de la lecture de 2 auteurs. Le premier, qui est assez connu du grand public, notamment parce qu'il est le porteur de cette formule Code is Law qu'on connaît bien si on travaille dans les nouvelles technologies, qui est Laurence Lessig, et une autre, mais qui part de cette analyse-là pour la dépasser, qui est la dichotomie qui est proposée par Václav Jencek, qui propose une distinction entre les données intrinsèques et les données extrinsèques. Alors, en quoi ça consiste ? Tout d'abord, la répartition qui est proposée par Lessig. Lessig propose de raisonner en couches de données. Donc, la présentation que tu faisais tout à l'heure sur les différentes conceptions et les différents étages de la donnée est particulièrement parlante, puisqu'il propose de distinguer entre les données qui sont des données sémantiques, autrement dit qui sont porteuses de sens, porteuses d'informations, qui vont être les données, pour le coup, qui sont très proches de l'individu et qui vont révéler une information sur l'individu. À côté de ces données sémantiques, il y a ce qu'il appelle les données syntaxiques, qui sont en fait la suite de signes qui n'est pas porteuse d'informations, mais qui se comprend néanmoins. Autrement dit, l'élément qui, par le lien qu'il peut y avoir entre les différents éléments de la syntaxe, va donner non pas une information, mais va être quand même susceptible d'être compréhensible. Et puis les données structurelles, qui est la dernière couche, qui là n'est que le niveau finalement architectural de la donnée, qui permet finalement de la transmettre, de la véhiculer, qui permet de réaliser le flux de données, ce qui va finalement être l'objet de la valorisation, sans pour autant qu'on puisse en tirer une information quelconque sur l'individu. Et donc ici, il n'est plus question de données à caractère personnel, puisque tout est donné à caractère personnel, mais dans la donnée à caractère personnel, de voir quel est l'élément qu'il faut protéger. L'élément qu'il faut protéger, c'est l'information sur l'individu. Les autres éléments, les métadonnées, la donnée syntaxique, ou le flux de données, la donnée structurelle, eh bien, n'a pas besoin de faire l'objet de la même protection, puisque l'individu n'est pas atteint
par ces couches de données. Alors ça, c'est la vision de Lessig, et à partir de cette vision-là, Jensek propose de dépasser cette répartition et de dire, finalement, on pourrait aller vers une dichotomie, non pas une présentation tripartite, en disant d'un côté, il y a la donnée qui est intrinsèque à l'individu, qui est intrinsèquement liée à sa personnalité, ce qui finalement revient à qualifier la donnée sémantique, eh bien ça, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la valoriser en tant que bien parce qu'elle est intrinsèquement liée à la personne. En revanche, tout ce qui est données dérivées, tout ce qui est données extrinsèques, autrement dit qui ne touche pas l'individu en tant que tel, même si cette information lui est personnelle, eh bien, dans ces cas-là, on va pouvoir l'admettre comme objet et ainsi considérer qu'il s'agit d'un bien qui peut faire l'objet, alors pour lui, d'un droit de propriété, on y reviendra, et qui peut donc faire l'objet d'une valorisation. Si on admet cette conception différente de la donnée, alors on va pouvoir finalement penser à des schémas de valorisation, de patrimonialisation de ces données, puisqu'on sort finalement du schéma un peu étroit, un peu obtus, où si on est dans la donnée personnelle, on ne peut pas par définition admettre autre chose qu'un droit de la personnalité. Alors, évidemment, ça pose la question de savoir comment et qui va opérer cette répartition, pour savoir qu'est-ce qui est extrinsèque et qu'est-ce qui est intrinsèque et comment on admet finalement cet élément-là. Je rejoins Valérie Laure sur ce qui a été dit tout à l'heure. Le fait d'admettre une nouvelle qualification n'empêche pas de toute façon en premier niveau de garder les mécanismes protecteurs, et que s'il y a un abus en considérant une donnée comme étant extrinsèque alors qu'elle est intrinsèque, de fait, le RGPD pourra jouer à plein, puisque la conformité s'imposera de toute façon en amont, avant même de penser la donnée comme un objet de patrimoine. Alors, si on admet que la donnée puisse être un objet de patrimoine, alors la question qui va se poser consécutivement, c'est de savoir quel est le droit qu'on va pouvoir admettre sur ce bien, quel est le droit qu'on va pouvoir admettre sur cet objet. Et là, en reprenant et en réfléchissant pour aujourd'hui à la conférence, je me disais, ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment a évolué la sémantique. Quand on parlait de droit des données il y a quelque temps, on parlait justement précisément de droit des données à caractère personnel. Aujourd'hui, on ne va plus parler de droit des données, on va parler de droit à la protection des données. Et donc, cette modification sémantique atteste d'une volonté de s'éloigner de cette notion de patrimonialisation des données. Et pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette analyse? Tout simplement parce qu'on a une volonté très forte de créer un droit subjectif et non pas un droit réel sur un bien. En réalité, quand on regarde les choses et quand on reprend l'analyse qu'on vient de faire de la donnée, ce qu'on va valoriser, ce qu'on va patrimonialiser, c'est pas tant la donnée en tant que telle. Finalement, c'est la donnée structurelle, c'est la donnée extrinsèque. Donc, plus généralement, c'est le véhicule de la donnée, le véhicule de l'information, si on reprend cette qualification, plus que l'information elle-même. Et donc, c'est ça qu'il va falloir chercher à valoriser, à patrimonialiser. Alors, là, je passe assez vite, vous l'aurez compris. De fait, on est passé d'un droit où la liberté de traitement était posée en postulat, dans la liberté de 78, liberté sous condition, puisque de fait, on était dans une logique administrativiste, donc il fallait demander l'autorisation pour le faire, mais une fois qu'on avait l'autorisation de le faire, finalement, il y avait une liberté de traitement. Et ça se traduit très bien dans les bases de traitement, puisqu'il a fallu attendre 95 pour voir émerger le consentement dans les dispositifs comme une base de traitement, et ce n'est qu'à partir de 95, finalement, qu'on va demander son avis à l'individu et qu'on va donc inverser la logique en faisant en sorte que l'individu soit celui qui puisse autoriser ou interdire le traitement. Mais est-ce que pour autant, si on admet que ce droit subjectif est désormais consacré, et c'est difficile de s'y opposer, est-ce que, de fait, ça s'oppose à l'idée que la donnée puisse être envisagée comme une commodité, comme n'importe quelle autre commodité? Eh bien, de fait, si on regarde les différents textes, on est forcé, là encore, d'être assez pragmatique et de constater que, alors que dans un temps, d'un certain côté du législateur, on va consacrer ce droit subjectif, et on le renforce notamment avec le RGPD et les dispositifs qui sont venus renforcer cette conception par rapport à la directive de 95, et bien dans d'autres textes qui s'inscrivent dans le même temps, dans le même agenda numérique de la Commission, eh bien on conçoit la donnée véritablement comme un bien. C'est le cas dans la directive contenu numérique qui a été adoptée en mai 2019, où on définit le contenu comme étant des données produites et fournies sous forme numérique, et tout le contenu de la directive consiste à encadrer
les règles contractuelles sur ce contenu numérique. Donc on admet forcément que ce contenu puisse faire l'objet d'un contrat de fait, qui est un contrat à titre onéreux dans la plupart des hypothèses. De même, l'article 3 de cette directive, et ça pose des questions notamment sur la réification des données, souligne que la donnée peut être la contrepartie au contrat. Donc on revient sur la notion de gratuité qui fait que quand vous passez un contrat avec Facebook, c'est gratuit et ça le restera toujours. Mais comme vous donnez vos données, eh bien finalement, c'est absolument pas gratuit. La donnée est la contrepartie. Si la donnée est la contrepartie, c'est que quelque part, on admet que la donnée puisse être, là encore, un bien et l'objet de cette réification. Autre élément qui permet d'en attester, c'est cette notion qui avait pu, alors je vous ai mis ça parce que je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, cette initiative qui est une initiative artistique qui s'appelait le Casino Las Datas. Alors je vous donne l'explication si elle veut bien venir. Voilà. C'est 3 artistes plasticiens qui avaient créé cette œuvre dans le cadre d'une exposition qui s'appelait 1, 2, 3 Data, qui a été présentée à la Fondation EDF jusqu'en octobre 2018, où l'idée c'était de dire que dans ce casino un peu spécial, on pouvait donner des données, ces données personnelles, et on récupérait des jetons qui permettaient de jouer dans le casino et qui permettaient notamment de gagner ces fantastiques bisounours quand on avait beaucoup joué. Donc on voit bien que dans le cadre de l'économie qui est la nôtre, la donnée est véritablement un bien et on la conçoit comme telle dans les différentes législations. C'est également ce qui se traduit, et Valérie Laure l'a dit tout à l'heure, dans le cadre de la portabilité. Pourquoi ? Parce que la portabilité, contrairement à ce qui a pu être présenté, ce n'est pas un droit de l'individu qui consacre la vision du droit subjectif. La portabilité, c'est un droit des concurrents à récupérer la donnée d'autrui, du concurrent le plus direct. C'est un droit de l'individu à ne pas être captif dans le cadre d'une entreprise donnée. Donc on est bien ici dans une vision très concurrentialiste, dans une vision très régulatoire d'un marché qui réside sur la donnée. Donc tous ces éléments-là attestent bien de cet impératif qu'il y a finalement à considérer la donnée, mais quelle donnée, comme étant un bien, et donc de s'interroger sur la façon de la valoriser. Alors, indépendamment de la donnée en tant que telle, dont on vient de voir qu'elle peut être un bien, le support de la donnée, donc là, ce qu'on vient de voir, pour résumer, pour reprendre ce que je viens de dire avant, on était sur la donnée syntaxique. Là, désormais, ce qu'on va voir, c'est finalement la donnée structurelle, le véhicule de cette donnée. Et ce véhicule de la donnée, il est valorisé de la même façon. Il est valorisé par le législateur, on en a parlé tout à l'heure, notamment avec le droit sui generis des bases de données. Il est inadapté, certes, mais il existe et il est consacré sur les investissements qui peuvent être faits, même si de fait ça pose des questions sur l'investissement en tant que tel et sur le fait de pouvoir le revendiquer quand l'investissement consiste simplement à agréger des données et à en tirer par exemple un profilage. Donc effectivement, peut-être le réactiver, mais il existe. Et puis, deuxième façon également de valoriser le véhicule, c'est une façon qui a été faite par le juge dans le cadre de cet arrêt dont vous aviez peut-être entendu parler, qui a fait grand bruit, cet arrêt de la Chambre commerciale du 25 juin 2013, qui avait admis que lorsqu'un fichier informatisé n'avait pas respecté les dispositifs de conformité, eh bien, il constituait un bien hors commerce. De fait, si on lit la décision à contrario, un bien qui a respecté toute la logique de conformité est un bien dans le commerce. Donc c'est un bien, donc on peut là encore envisager sa patrimonialisation. Donc j'espère qu'au terme de ce premier exposé, je vous ai bien démontré qu'on pouvait admettre que la donnée pouvait être un bien et que par conséquent on peut la patrimonialiser. Alors si on admet, et en partant du postulat qu'on ne va parler que des données dérivées ou extrinsèques et non pas de la donnée à caractère personnel en tant que droit subjectif. Comment est-ce qu'on va pouvoir la valoriser ? Je pense, là encore, comme Valérie Laure l'a dit tout à l'heure, que la propriété est une fausse bonne idée et qu'il faut s'en départir. Alors on va essayer simplement de se confronter aux arguments qui sont posés pour voir pourquoi est-ce que c'est sans doute pas la meilleure solution et de voir comment on peut envisager une autre forme de valorisation que la simple propriété. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que la propriété doit être réfutée ? Elle doit être réfutée tout simplement parce que même s'il est possible de l'envisager, en tout cas, elle n'est pas forcément la solution la plus opportune. Alors pourquoi est-ce que c'est possible tout d'abord ? Parce que, comme on l'a dit, la propriété suppose un bien valorisable, un bien appropriable, et ça, on a vu que c'était tout à fait possible, ça ne pose pas de difficulté. Alors certains opposent à la propriété le fait que, finalement, sur les données, on ne pourrait pas mettre en œuvre correctement les 3 caractéristiques que sont l'usus, l'abusus et le fructus.
l'argument peut être opposé, mais il n'est pas extrêmement pérenne. On peut, même si ce n'est pas profondément adapté, même si Valérie Laure tout à l'heure l'a dit, la propriété en France est profondément foncière et matérielle. On admet la propriété intellectuelle, on admet la propriété incorporelle. C'est toujours mal adapté, mais on l'admet. Donc rien, en tout cas par principe, ne devrait s'opposer à ce qu'on puisse admettre une propriété sur les données. Je reprends la thèse de Václav Javcek qui disait que finalement, si on part du postulat que l'on peut admettre une propriété, qu'on peut admettre que les données sont des biens, alors il y a deux façons de reconnaître la propriété, soit de considérer que de toute façon, donc c'est les deux théories bottom-up et top-down, soit on considère que de toute façon la propriété existe déjà. Et donc, en fait, on ne fait que reconnaître et qualifier quelque chose qui existe déjà, bottom-up, ou alors c'est au législateur de venir consacrer une propriété pour permettre à celle-ci de s'épanouir. Quoi qu'il arrive, dans les deux propositions de l'auteur, il arrive à la conclusion que, quelle que soit l'approche qu'on retienne, finalement, la propriété est tout à fait juridiquement envisageable. Donc, la propriété, par principe, n'est pas susceptible d'être exclue. Elle va permettre de manifester tous les usages de l'exclusivité, offrir à la personne qui en est titulaire le contrôle sur ses données, la protection de son bien, la valorisation de celui-ci et le fait d'allouer des ressources pour pouvoir permettre d'exercer son droit de propriété. Donc, par principe, rien ne s'oppose à ce que la propriété puisse être admise. Si on admet qu'elle puisse exister, alors à qui est-ce qu'elle doit appartenir? Est-ce qu'elle appartient à la personne concernée, qui en est finalement le premier fournisseur, ou est-ce qu'elle appartient à la personne qui en révèle la valeur? Autrement dit, encore une fois, celui qui est susceptible de faire l'agrégation des données. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la valeur en tant que telle, la donnée en tant que telle n'a pas de valeur, surtout si l'on se détache de la donnée informationnelle pour aller vers la donnée brute. De fait, elle ne peut avoir de valeur qu'agrégée. Et donc la question se pose de savoir qui peut être propriétaire de ces données. Et de ce point de vue, on commence à percevoir que la fausse bonne idée est peut-être ici, c'est qu'à vouloir reconnaître un droit de propriété, on ne garantit pas que ce droit de propriété appartienne à l'individu. Et là, on touche du doigt le contre-argument, qui est de dire que si on admet que la propriété n'appartient pas à la personne concernée, mais est susceptible d'appartenir au premier qui va en révéler la valeur, eh bien, on consacre un droit de propriété pour les géants de plateformes qui ont actuellement déjà toutes nos données, ce qui va du coup poser un petit problème. Et donc on en arrive à se poser la question de l'intérêt. Alors j'ai repris la proposition, on ne la voit pas très bien, mais de Gaspard Koenig et de Génération Libre, qui sera de toute façon expliquée cet après-midi, donc je passe assez vite, pour s'interroger sur finalement les... Ah, pardon, je reviens pour la photo. Voilà, bah, la photo n'est pas d'une excellente qualité, hein, c'est le problème. Il y aura une personne... Merci. Il y aura une personne de Génération Libre qui interviendra cet après-midi sur ce que pense ce think tank de la propriété des données. Alors, si on essaye de voir quelles sont l'opportunité de cette solution et qu'on essaye volontairement de ne pas s'enfermer dans des prérequis intellectuels. Le Conseil d'État, dans son rapport numérique et droits fondamentaux, soulignait que la reconnaissance de la propriété devait être refusée car ça fragiliserait la protection des données personnelles et de fait, par ce prisme-là, ça fragiliserait la personne. Je ne suis pas certaine que cet argument soit tout à fait valable, ou en tout cas que l'intégralité de l'argument puisse être retenue. Pourquoi? Parce que ça reviendrait à dire que le droit de propriété n'est pas un droit suffisant pour assurer la protection. Or, si on résume ou on raisonne par analogie avec la propriété intellectuelle, on est pourtant passé par le droit de propriété, par la fondamentalisation du droit de propriété, pour justement reconnaître sa valeur, et notamment dans le conflit qu'il peut y avoir entre droit de propriété et liberté d'expression ou liberté d'information, notamment dans le conflit qu'il peut y avoir dans l'usage de la propriété intellectuelle en ligne. Donc, dire que le droit de propriété, finalement, n'est pas un droit assez fort, assez fondamental pour assurer la protection, c'est assez surprenant. Et puis, si on pousse l'argument jusqu'à l'absurde, dire de quelqu'un que parce qu'il a un droit de propriété, il risquerait de ne pas être assez protégé, c'est lui dire finalement
quand tu n'es pas capable, par l'exercice de ton droit de propriété, de te protéger, tu vas en être dépossédé très rapidement, notamment par les GAFAM. Donc il vaut mieux ne pas te reconnaître un droit de propriété parce que finalement, si tu l'as, tu ne vas pas l'exercer. Si on pousse cet argument à l'absurde, alors on devrait reprendre la propriété immobilière à tout un chacun parce que finalement, on ne serait pas les plus à même de s'assurer de cette protection. Alors, raisonner par l'absurde ne permet pas, évidemment, un raisonnement totalement satisfaisant, mais on constate quand même qu'il faut se garder de cet argument un peu balai qui est de dire ça fragilise nécessairement l'individu de passer par un droit de propriété. Alors, si on revient au contraire à l'opportunité et à interroger l'opportunité, qu'est-ce qui fait que le droit de propriété n'est pas le moyen le plus sûr d'assurer cette patrimonialisation? Eh bien, on l'a dit, tout simplement parce qu'on est sur des biens, si on admet que ce sont des biens, qui sont extrêmement particuliers. Ce sont des biens non rivaux, ce sont des biens qui sont absolument reproductibles de manière infinie, ce sont des biens qui en soi n'ont pas de valeur, ce sont des biens qui ne permettent pas par le jeu de l'exclusivité de les réserver. Autrement dit, pour l'entreprise, quel est l'intérêt d'avoir un bien, la propriété d'un bien, qui ne lui permettra pas de le valoriser? Aucun intérêt pour l'entreprise. Pour la personne concernée, quel est l'intérêt de lui reconnaître une propriété? Est-ce que la propriété va lui permettre de mieux assurer sa protection en tant qu'individu que le RGPD? Est-ce que le fait de pouvoir reconnaître un droit de revendication, puisque c'est ça que lui permettrait le droit de propriété, est-ce que la reconnaissance d'un droit de revendication est plus efficace que l'exercice d'un droit d'opposition ou l'exercice de son droit subjectif à ne pas faire l'objet, par exemple, d'un profilage? Il n'est absolument pas certain que le droit de revendication, notamment parce qu'il n'est pas pourvu de sanctions préétablies, soit plus efficace pour la personne concernée pour se protéger. Alors si ce n'est pas plus efficace pour les entreprises pour permettre la valorisation, et si ça ne permet pas une meilleure protection, finalement, à quoi ça sert de reconnaître un droit de propriété? Eh bien, c'est la question qu'on peut se poser. Et si on admet que ce n'est pas la meilleure idée et qu'on essaye de s'intégrer un petit cerveau, alors il faut essayer de regarder des alternatives. Quelles sont ces alternatives? Au-delà du fond informationnel, mais finalement l'idée, on s'y retrouve. Alors tout d'abord, on pourra admettre la thèse du droit de la personnalité, c'est ce qui est le plus fréquemment invoqué. Ça pose aucun problème. De toute façon, juridiquement, le droit de la personnalité existe. Dans 5 minutes, c'est fini. Le droit de la personnalité existe, mais finalement, il ne permet pas cette valorisation. Alors, à quoi est-ce qu'on pourrait penser? Bien, on pourrait tout d'abord penser à cette figure qui existe déjà, là encore, à raisonner par analogie, avec le droit moral d'auteur. En effet, dans le cadre du droit moral d'auteur, on admet qu'au sein du droit moral, il y a une composante morale, par définition, inaliénable et incessible, qui est liée à l'individu, qui incarne la personnalité de l'auteur dans son œuvre, et une composante patrimoniale qui permet d'échanger et de créer de la valeur sur cette composante du droit d'auteur. Donc on va avoir ce modèle qui pourrait être transposé dans le cadre des données. Sinon, il y a une voie qui serait, donc ça c'est parfaitement envisageable, je ne suis pas certaine que là encore, de passer sur la réservation et l'exclusivité, pour toutes les raisons qu'on a dites tout à l'heure, ce soit la solution la plus souhaitable. Alors si on se départit de cette exclusivité, eh bien alors on peut essayer d'aller sur les rives, et là, alors là ça devient difficile, c'est tout petit et c'est en noir, c'est la possibilité, je vais faire sans mes notes, c'est la possibilité d'aller vers un patrimoine commun informationnel, et donc on retombe sur l'idée du fond dont Valérie leur parlait, même si elle l'a beaucoup plus avancé dans l'idée. J'en resterai simplement au principe. Néanmoins, on peut admettre ce fond en passant par la notion d'accès. Autrement dit, considérer que toutes les données appartiennent à ce patrimoine commun et que ce que l'on va monnayer, ce n'est pas finalement la valeur du bien dans le patrimoine, mais l'usage qui est fait. Autrement dit, le moment où on va se saisir de la donnée pour en faire quelque chose, le moment où on va cristalliser. C'est pour ça que l'idée du fond est particulièrement intéressante. Et c'est ce qui est finalement en germe dans les différents règlements qui viennent d'être adoptés, que ce soit le règlement Free Flow of Data, où on nous qualifie finalement l'objectif du règlement afin de faciliter l'accès, et ce pour contribuer à l'économie de la donnée. C'est également le cas dans le règlement P2B, donc plateforme to business, entre les différents intervenants sur ce marché de la donnée, où on consacre un article en tant que tel pour permettre de favoriser cet accès à la donnée et éviter la création donc de ces rentes de situation pour ceux qui sont déjà détenteurs de cette donnée. Donc on le voit, pour ça il y a
qu'un point qui suppose d'être discuté, c'est d'abord au préalable d'admettre un open data, d'admettre ces communs informationnels qui avaient été admis dans la loi pour la République numérique et qui ont été retirés, et essayer de faire comprendre que cette notion de data, cette notion de commun n'est pas contraire à l'idée d'une patrimonialisation et qu'on peut faire du business en admettant la notion de commun. Et on revient sur les moutons, ce qui permet de finir sur cette touche. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis désolée d'avoir abusé de mon temps.